Mais c'est certain, bien sûr, mon cœur penche intérieurement plutôt pour Israël que pour les mollahs. Je trouve presque insupportable par moments tout ce qui a été inventé et fabriqué ces dernières années. On n'a plus analysé, on n'a plus réfléchi, on s'est contenté d'entretenir des images d'ennemis. On a, pour ainsi dire, pratiqué une sorte de démonologie. Lorsqu'il n'existe plus qu'une seule opinion sur l'Ukraine, sur Poutine, sur Trump, sur le Covid, sur la migration, sur le climat, lorsqu'un seul récit est considéré comme vrai et tolérable, alors de fait, les médias ont mis la démocratie hors d'état de fonctionner. Gouverne-t-on ici en mobilisant la peur? À contre-courant, à propos de la personne. Bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Nous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Indépendant, critique, de bonne humeur, telle est sa devise pour ses commentaires et analyses. Il dit de lui-même: « Je suis une sorte d'éboueur intellectuel qui dégage tous les débris pour qu'on puisse à nouveau y voir clair. » Il est éditeur et rédacteur en chef de la Weltwoche. Bienvenue, Roger Koppel. Nous avons un point commun. Nous avons été en guerre en Ukraine, des deux côtés du front. Nous connaissons les deux camps, nous faisons partie des rares à avoir aussi observé l'autre côté. Pourquoi cela est-il si important à vos yeux? Eh bien, je n'étais pas au front, donc je ne peux rien en dire. Quand on circule entre tous les camps, on se rend peut-être compte que beaucoup de choses qu'on croyait savoir ne sont pas forcément vraies. On devient alors un peu plus humble. À la Weltwoche, et aussi dans ma conception du journalisme, l'approche non conventionnelle est bien sûr essentielle. Quand tout le monde est si sûr de son jugement, de savoir où sont les méchants et où sont les gentils, une petite alarme se déclenche toujours chez moi. Je me dis alors que je me sens obligé de parler, surtout avec ceux dont plus personne ne veut parler. On est ensuite poussé dans ce rôle, presque inévitablement, celui de l'avocat commis d'office des uns contre les autres. Mais je crois que, pour nous qui sommes à l'extérieur, il est simplement important, surtout dans les guerres, les situations difficiles, les conflits, d'aller sans cesse à contre-courant, à rebrousse-poil, de résister au courant dominant. Non pas parce qu'on détiendrait soi-même la vérité, mais parce qu'il ne faut peut-être pas faire trop vite confiance aux vérités officielles. Celui qui nage à contre-courant trouve la source. Ce serait bien, mais parfois ça ne fonctionne pas. On peut aussi se retrouver à contre-courant, perdu quelque part dans les broussailles. Mais en réalité, ce principe ne m'a pas trop mal réussi. On a toujours dit déjà à l'époque, car je suis journaliste dans ce milieu depuis longtemps, si toute la Suisse dit quelque chose, Koppel dira le contraire. C'est vrai, oui, exactement. C'est en fait la mission du journalisme. Ne jamais croire ce que les gouvernements ou les cercles influents présentent comme la vérité. C'est cela, le journalisme, le scepticisme, la méfiance, espérons-le aussi envers soi-même, et toujours rester curieux, sans jamais tomber dans ce moralisme hautain. Karl Marx avait peut-être raison lorsqu'il a dit « L'opinion dominante est le plus souvent aussi celle des dominants ». Eh bien, je dirais naturellement que Karl Marx s'est fondamentalement trompé sur à peu près tout. Et s'il existe des points de contact avec la vérité, il serait bien sûr purement fortuit. Mais c'est vrai, l'opinion dominante est souvent celle des dominants. Et les médias ont pour mission d'apporter sans cesse un autre point de vue, ne serait-ce que pour ébranler un peu l'être humain dans sa tendance à la prétention. Car c'est ainsi que nous sommes. Moi, vous sans doute aussi. Lorsque nous avons acquis une connaissance, ou croyons en avoir acquis une, nous en tirons une certaine fierté.
Alors, quoi? Avons-nous vraiment compris cette guerre? Ou sommes-nous beaucoup plus malins? Non, non. Il faut toujours un peu de contrepoids pour ne pas s'envoler. C'est ça, la tâche. Nous ne sommes pas vraiment des éboueurs. Nous produisons en fait trop de déchets pour nous qualifier ainsi, le journalisme. Mais parfois, nous sommes quand même ceux qui peuvent ramener un peu de réalité, apporter de la lumière dans l'obscurité, ou simplement examiner la surcharge générale depuis différentes perspectives, sans sombrer nous-mêmes dans l'arrogance. Vous avez autrefois travaillé à la Neue Zürcher Zeitung. Aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef de la Weltwoche. Vous positionnez la Weltwoche, on peut le dire, en marge des médias dits de qualité. Quelle est, selon vous, la situation actuelle du paysage médiatique suisse? J'ai toujours eu du mal avec le terme médias de qualité, car en tant que journaliste, je sais bien combien d'erreurs et de manques de qualité se trouvent dans de nombreux journaux, même les bons. Et je suis un journaliste passionné. Je trouve que c'est un métier formidable, mais je mets aussi en garde contre certaines maladies professionnelles du journalisme. La tendance à se surestimer ou ses discours sur la qualité. Et cela m'a de plus en plus dérangé ces dernières années. Cette idée selon laquelle on dirait « voilà, ce sont les médias de qualité », comme si c'était un badge de natation ou une médaille qu'on se décerne soi-même. Et là, il faut peut-être aussi adopter à nouveau un regard un peu marxiste ou inspiré de Marx. Quelles sont les intentions et les intérêts qui se cachent derrière l'apparition soudaine de tels termes? Et oui, la Weltwoche est bien sûr un titre de qualité ancien en Suisse. Elle fait partie des maisons de presse établies, de longue date et respectées de notre pays. Et elle y a toujours occupé une place particulière, celle d'une voix non conventionnelle. C'est ce qu'on m'a aussi expliqué ici. Lors de ma prise de fonction, j'ai discuté avec beaucoup de personnes à ce sujet et je me suis penché sur l'histoire de ce titre. L'aspect non conventionnel. Dans cette rédaction, on se donne, et il le faut, la liberté de considérer les choses sous un autre angle. Cela signifie bien sûr qu'il s'agit toujours un peu de déstabiliser le lecteur, ce que nous ne réussissons pas toujours. Il ne s'agit pas simplement de confirmer une attente ou de proclamer un évangile, mais bien de cultiver cette résistance, cette opposition. Et c'est ce qui caractérise la Suisse dans son ensemble, aussi en tant que pays. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Nous faisons beaucoup de choses différemment. Nous avons une autre forme de démocratie. Et cette structure étatique, disons-le, très avantageuse pour la Suisse, fait aussi que nous disposons d'un système médiatique globalement de haute qualité, avec de bons journalistes. Mais il ne faut pas trop se féliciter, car c'est là que commence la prétention. Il y a donc beaucoup de dysfonctionnements qu'on peut aussi examiner ici, mais dans l'ensemble, un bon niveau, qui a sans doute à voir avec cet ordre étatique étrange et un peu anarchique. La recherche sur les médias constate qu'au-delà des frontières, les grands médias suivent le récit de propagande de la politique d'État. Est-ce aussi le cas en Suisse? Les journalistes courent toujours le risque d'être les courtisans du pouvoir. Et c'est en un sens compréhensible, car un journaliste tire naturellement une partie de sa reconnaissance sociale, de son statut et de son prestige de l'accès qu'il obtient aux puissants, aux influents, aux stars. J'ai longtemps travaillé dans le journalisme culturel et sportif. Et bien sûr, c'était pour moi un moment fort lorsque j'ai pu mener un entretien de 3 heures avec le guitariste d'ACDC, Angus Young. Je n'aurais certainement pas obtenu cette interview si j'avais bâti ma carrière jusque-là sur des démolitions totales de l'œuvre d'ACDC. Et en politique, c'est évidemment pareil. Les couloirs du pouvoir ne sont pas ouverts de la même manière à tout le monde. Das hat etwas sehr Verlockendes.
Et cela a quelque chose de très séduisant. Il est bien sûr difficile dans ce contexte de trouver sa propre position face au pouvoir. Mon impression au cours des dernières années, des dernières décennies, en tant que journaliste venu en quelque sorte de l'extérieur, issu du domaine culturel et sportif, et n'ayant abordé le mode de reportage politique que bien plus tard, est qu'il règne effectivement dans le journalisme un grand degré de conformité. Il existe une sorte de convention tacite sur ce qu'il faut écrire, sur ce qu'il faut apprécier. Cela existe dans tous les genres du journalisme, y compris dans le cinéma. Quels films on a le droit d'aimer, quels sont les réalisateurs en vogue, et ainsi de suite. En politique, c'est encore un peu plus marqué. Et là, j'ai eu un jour la chance de mener une interview avec une véritable superstar du journalisme, Ben Bradlee, du Washington Post, le rédacteur en chef de l'affaire du Watergate. Je lui ai demandé, quel est selon vous le principe le plus important du journalisme? Il m'a répondu 2 choses. Premièrement, trouvez-vous un bon propriétaire pour lequel travailler. C'est essentiel. Et deuxièmement, ne croyez jamais rien de ce que vous dit le gouvernement. C'est bien sûr le fruit de l'expérience de la guerre du Vietnam, des médias américains critiques, de la couverture de Nixon. Pour moi, c'est aussi, si l'on veut, un âge héroïque du journalisme. Et cela a beaucoup changé ces dernières années, prenant une direction différente, si bien que même des non-journalistes, je ne citerai qu'un exemple, le réalisateur allemand Werner Herzog, que j'estime beaucoup, ont déclaré, dans le cadre de toute la couverture médiatique, non seulement à propos du Covid et de ses sujets, mais surtout après la guerre en Ukraine, lors d'un grand entretien, que le journalisme devait se méfier des récits officiels du bien et du mal. Et je crois que beaucoup de gens partagent ce sentiment. C'est pourquoi ils se détournent de nombreux médias établis. Ils disent pour moi, ce n'est plus un journalisme indépendant, ce sont des journalistes intégrés qui prétendent pourtant ne pas l'être. Quelque chose ne va plus. La proximité entre l'État et le journalisme, les médias, est devenue trop grande. Cela tient bien sûr aussi au fait, dernier point, que les États, y compris en Suisse, subventionnent en partie les médias et que des efforts sont en cours pour subventionner, en somme, acheter les médias dits de qualité. Ce sont là des évolutions dangereuses qui sont toutefois en partie compensées par Internet, où apparaissent alors des contre-mouvements. Cette tendance, ce danger existe bel et bien, et j'observe actuellement une forte emprise du politique sur les médias, une restriction des médias, ainsi qu'une tentative de limiter de la part de l'État la liberté d'expression et la diversité. Le conformisme dans les médias, cette servilité de cour, s'est également manifesté clairement lorsque les médias suisses, et les Allemands, bien sûr, n'ont tout simplement pas parlé d'un événement important, la sanction de Jacques Beau par l'Union européenne. Un homme qui a servi la Suisse comme officier dans des zones de guerre et de crise, qui a écrit des ouvrages critiques et qui est désormais sanctionné parce qu'il ne correspond plus au cadre de la propagande. Il y a quelque temps, une vingtaine de Suisses, des défenseurs de la liberté, se sont rendus à Bruxelles pour lui témoigner ouvertement leur soutien et ils ont même été reçus à l'ambassade de Suisse. Pourquoi la presse ne réagit-elle pas à un tel fait? Il s'agit pourtant aussi des libertés de la presse. C'est une question intéressante. D'où cela vient-il, en fait? Cela montre bien l'appropriation de ces médias établis, ou de certains médias établis, par un récit particulier du bien et du mal. Et pour moi, et là nous parlons dans le contexte de Jacques Beau, nous parlons surtout de la guerre en Ukraine, dans laquelle il s'est distingué comme analyste, avec des descriptions et des présentations qui ne sont pas partagées, du moins dans certains cercles politiques ou qui s'écartent du récit officiel, comme on dit. Et pour cela, il est sanctionné, traité quasiment comme un terroriste. C'est évidemment un procédé scandaleux. Et ce qui est inquiétant,
c'est que ce genre de choses n'est même plus perçu comme un problème. En réalité, cela lui arrive uniquement parce qu'il ose s'y opposer. Et cela m'amène simplement au point où il faut dire, c'est là la conséquence d'un public beaucoup trop conformiste, d'une, je ne peux pas l'appeler autrement, immense fake news, ou d'une partialité flagrante que l'on a observée dans la manière de traiter cette guerre en Ukraine, tout ce désastre qui sévit depuis tant d'années. Je dois vous dire que je trouve ça parfois presque insupportable. Tout ce qui a été inventé et fabriqué au cours des dernières années. On n'a plus analysé, on n'a plus réfléchi, on s'est contenté d'entretenir des images de l'ennemi, on a, pour ainsi dire, pratiqué une démonologie. Il était interdit de se pencher sur les causes historiques de ce conflit. Il n'y a pas eu de véritable débat, une sorte de mutilation de la pensée et aussi de la démocratie. Car en démocratie, il faut que des points de vue différents s'affrontent dans les discussions publiques, afin qu'il y ait au moins un véritable choix. C'est évidemment quelque chose qui a culminé ici. Le fait qu'il ne devait plus y avoir de choix quant à la manière de parler de ce conflit. Et si quelqu'un le fait encore, qu'il s'agisse d'un journal, alors c'est un journal de fake news, ou si quelqu'un agit comme Jacques Beau ou d'autres, ils sont placés sur une liste de sanctions comme des criminels. Ce sont là des événements tout à fait scandaleux, qui sont bien sûr alarmants et montrent qu'un pilier fondamental de notre démocratie n'est en réalité plus garanti. Et cela signifie que, même si quelqu'un comme Jacques Baud raconte les plus grandes absurdités, tant qu'il ne diffame personne, qu'il ne viole aucun principe pénal, il est libre de s'exprimer. L'État ne doit donc pas l'inquiéter ni intimider les autres par ce biais. Nous sommes ici sur une pente très glissante. Et je le dis, je suis journaliste, je suis entrepreneur de médias. Et cela vient du fait que dans les espaces publics démocratiques, et cela existe, c'est déjà écrit dans les classiques de la théorie politique. Tocqueville l'avait déjà signalé, d'autres l'ont dit. Dans les démocraties, le conformisme d'opinion peut devenir une force totalitaire. C'est pourquoi il faut des médias qui maintiennent ce conflit, cette compétition des idées. Et il faut sans cesse s'y employer. Bien sûr, en tant que Weltwoche, j'en profite peut-être aussi. Weltwoche profitiere ich vielleicht auch davon. Je einseitiger das andere ist, umso einfacher ist es. Plus une position est unilatérale, plus il est facile de se distinguer avantageusement de cette partialité. Mais cela résulte d'une uniformisation antidémocratique de l'opinion publique. Car lorsqu'il n'existe plus qu'une seule opinion, sur Poutine, sur Trump, sur le Covid, sur la migration, sur le climat, lorsqu'un seul récit est considéré comme vrai et tolérable, alors de fait, les médias ont suspendu la démocratie, parce qu'on fait alors croire aux électeurs qu'il n'y a plus d'alternative, plus de diversité de points de vue, comme si l'État et certaines instances détenaient le monopole de la vérité. Nous nous retrouvons alors très vite dans une réalité politique qui se situe quelque part avant le siècle des Lumières. Assistons-nous des autour à l'Inquisition. Oui, je veux dire, l'effort est vraiment essentiel. Il faut le considérer sans aucun moralisme et sans aucun drame. Ce que nous vivons ici n'a au fond rien de nouveau sous le soleil. Depuis que les premiers hommes des cavernes sont sortis de leurs grottes et ont formé des communautés qu'il a fallu organiser d'une manière ou d'une autre, avec le pouvoir et l'impuissance, il y a toujours eu cette relation entre l'individu et le collectif. L'État, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, et la liberté a toujours été un bien menacé. Je veux dire, regardez l'histoire, cela n'a jamais été une évidence. La démocratie n'est plus quelque chose d'évident aujourd'hui. La liberté, les droits humains individuels dont on aime tant parler, mais qu'est-ce que c'est au juste? Quand on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, quand on vient te chercher le matin ou que ton nom se retrouve sur une liste de sanctions. Et je crois que le message de ces événements
Pour nous aujourd'hui, pour moi aussi, c'est ouvrez les yeux. Ce sont là des conquêtes de liberté pour lesquelles nos ancêtres se sont battus. Je ne veux pas le dire de manière mélodramatique, mais ce n'est rien d'évident. Et la démocratie, la liberté doivent sans cesse être reconquises et défendues. Et les adversaires de la liberté, les adversaires de cette diversité et de la démocratie, ils ne viennent évidemment pas en disant « Nous sommes les adversaires de la démocratie. Nous sommes les adversaires de la liberté. » Bien au contraire. Ils se présentent naturellement sous les traits du bienfaiteur. Oui, nous voulons protéger la démocratie. Nous voulons protéger l'information contre les fausses nouvelles. Nous voulons protéger le citoyen contre les messages confus et trompeurs qui pourraient l'égarer. Ce sont là les chants enjôleurs des sirènes. Je trouve d'ailleurs intéressant d'observer aujourd'hui ces processus. Autrefois, je ne les connaissais qu'à travers les livres d'histoire. Et maintenant, on se rend compte que nous sommes à nouveau en plein dedans. Et c'est en fait une période formidable pour les journalistes, car ils peuvent faire ce qu'ils aiment le plus. Arracher quelques masques, dévoiler la vérité, et dire encore une fois aux gens, « Mes amis, ouvrez les yeux, c'est dangereux. » Il ne s'agit pas simplement de l'indice de masse corporelle ou de quelques sujets de bien-être agréables, mais nous touchons de nouveau à l'essentiel. Nous devons, en Europe, défendre une fois de plus la liberté, la démocratie. Et espérons que ce ne sera pas comme en 1945, quand les Américains et les Russes ont dû nous sauver de nous-mêmes. Si vous observez ces mesures dans l'Union européenne, alors l'Union européenne, en particulier l'Allemagne, qui en est la force dominante, a aujourd'hui de nouveau besoin d'une aide extérieure en matière de démocratie. Enfin, bon, je veux dire, nous pouvons en parler ouvertement ici. De toute façon, l'Allemagne a besoin d'aide démocratique. Mais ce n'est pas étonnant. L'Allemagne est encore une très jeune démocratie. En Suisse, nous sommes toujours en train de nous exercer. Nous pratiquons la démocratie depuis un peu plus de 700 ans. On peut dire que malgré cela, nous faisons encore pas mal d'erreurs, car il existe aussi des dysfonctionnements démocratiques ou des phénomènes antidémocratiques. J'ai siégé au Parlement, je l'ai vu avec sa Strathens-Hall. Comment des articles constitutionnels, des décisions populaires du souverain, le plus haut législateur constitutionnel, n'ont tout simplement pas été appliqués par le Parlement, notamment dans le domaine de l'immigration. Oui, nous ne pouvons pas mettre cela en œuvre. Nous ne le mettons pas en œuvre. Ou plutôt, bien sûr que nous le mettons en œuvre, mais de manière à ce que personne ne remarque qu'on le fait, de sorte que cela ne soit rien. Nous avons aussi nos propres dysfonctionnements. Je ne veux donc pas paraître arrogant, mais il n'est peut-être pas si faux de prendre exemple sur les Suisses en matière de démocratie, car nous avons une plus longue expérience. C'est là que les Allemands ont parfois des difficultés, car l'Allemand, je suis moi-même à 25% allemand, a une certaine tendance à se comporter en donneur de leçons et en moralisateur. Et surtout, lorsqu'on occupe des fonctions publiques, on manque alors un peu d'humilité. Et on s'imagine alors avoir inventé la roue, sans même savoir encore comment elle fonctionne réellement. Donc clairement, un peu de rattrapage est toujours utile, surtout pour l'Allemagne. Et l'Union européenne est ensuite un cas particulier sur lequel il vaut peut-être la peine de revenir. En Suisse, je pense que beaucoup diraient que l'UE est une construction institutionnelle mal conçue, née d'intentions louables, de raisons historiques tout à fait légitimes et honorables. Et ce que nous observons aujourd'hui, ce sont les symptômes de défaut de conception qu'il faut, comme toujours, lorsqu'il y a un dysfonctionnement quelque part, reconnaître avec toute la franchise nécessaire afin d'apporter les corrections appropriées. Mais en politique, c'est malheureusement souvent ainsi. Ces erreurs ne sont pas corrigées, parce qu'on peut se le permettre.
parce qu'on croit encore pouvoir en payer le prix. Il faut alors qu'une boule de démolition plus dure intervienne, que l'argent vienne à manquer, qu'il se passe beaucoup de choses. Dans une entreprise, on ne pourrait jamais se permettre de tels dysfonctionnements qu'en politique. Si, en tant qu'entrepreneur, je méprise mes clients, comme c'est parfois le cas en Allemagne, dans d'autres pays, et aussi chez nous, où les électeurs sont méprisés lorsque leurs décisions ne sont pas prises au sérieux. Alors, en tant qu'entrepreneur, je serai depuis longtemps en faillite. À Bruxelles, l'UMN fait campagne avec des affiches où l'on peut lire « Nous sommes la plus grande démocratie transnationale du monde ». Est-ce vrai? Je pense qu'il n'existe pas de démocratie transnationale. C'est une impossibilité. Une telle chose ne peut tout simplement pas exister. En effet, une démocratie est nécessairement centrée sur un territoire donné, un espace délimité, une collectivité territoriale, un démos, une population qui exerce cette démocratie, ainsi que sur une constitution démocratique de l'État à l'intérieur de ses frontières, qui limite et contrôle le pouvoir politique de l'État par une population souveraine. Et si vous avez une démocratie transnationale, eh bien, où est le démos? Où sont les frontières? Où sont les structures? Où sont les contre-pouvoirs? Vous vous retrouvez alors rapidement dans une situation telle que nous la constatons et l'observons dans l'Union européenne. Tout le monde est responsable de tout, mais personne ne l'est de rien. C'est ainsi que l'on obtient des phénomènes comme l'euro, où l'on impose une monnaie unique à des économies très différentes, l'allemande, la grecque, l'italienne, l'espagnole. Cela ne fonctionne pas. C'est économiquement impossible. Il faut alors transférer de l'argent, il faut une compensation financière, tant que quelqu'un peut encore payer. On l'a vu avec les frontières. Lorsque tout le monde est responsable des frontières extérieures, alors personne ne l'est vraiment. Les États situés aux frontières extérieures ont dit « Pourquoi devrions-nous enregistrer chaque migrant ? Ce seraient nous les perdants, car il faudrait ensuite les renvoyer chez eux. Mieux vaut leur donner un billet de train, et ils partent pour l'Allemagne. » Ils préfèrent de toute façon aller en Suisse ou en Allemagne. Ils ne veulent pas rester en Grèce ou en Italie. J'ai déjà vécu des anecdotes à ce sujet en discutant avec des politiciens italiens. Pourquoi donc tous ces migrants viennent-ils en Suisse? Qu'en pensez-vous? Vous ne les enregistrez pas, n'est-ce pas? Bien sûr que si, nous les enregistrons. Alors pourquoi y a-t-il autant de personnes non enregistrées en Suisse? Eh bien, c'est un phénomène. C'est pas une blague. Quelqu'un me l'a raconté. Vous savez, ils arrivent, et puis certains disparaissent tout simplement du jour au lendemain. Nous n'avons plus aucun contrôle. Et je ne fais aucun reproche. Je dis simplement, ce sont des constructions qui ne résistent pas à la réalité. Et c'est toujours le même problème partout. L'être humain devient arrogant, il se fait des illusions. Vous dites que la démocratie transnationale est impossible. Constatons-nous dans le cas de Jacques Beau et des sanctions de l'UIMER contre certaines personnes qu'un despotisme transnational fonctionne, lui, très bien. Oui, je veux dire, c'est un argument qu'on avance depuis longtemps. Même en Allemagne, de célèbres institutions et des critiques ont examiné l'Union européenne de manière répétée et critique. Si vous retirez le démos du mot démocratie, c'est-à-dire le peuple, il ne reste plus que la kratie, c'est-à-dire le pouvoir en grec. Vous vous retrouvez donc, au final, avec un pouvoir, un gouvernement qui édicte certaines directives. Et l'on se demande alors, comment sont-elles réellement élaborées? Et cela m'a toujours étonné, je dois le dire de façon un peu anecdotique, depuis longtemps déjà, lorsque par exemple, pendant la crise financière, la chancelière Merkel et le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, faisaient leur promenade du soir. C'est là que d'énormes plans financiers ont été élaborés, en quelque sorte les 20 minutes les plus coûteuses de l'histoire occidentale.
Da hat man sich gefragt, wo sind denn jetzt hier eigentlich die On s'est alors demandé où sont donc ici les processus parlementaires. Les citoyens ont-ils été consultés? Et ces acquis démocratiques et institutionnels, il faut bien sûr les défendre. Dans l'Union européenne, c'est très difficile, car cette UEPF associe, d'une manière certes légitime et compréhensible, son identité à certaines valeurs et se proclame en quelque sorte gardienne du Graal de la démocratie, gardienne du Graal de l'état de droit. Nous sommes l'état de droit. Les autres ne le sont pas. Ce sont nos valeurs européennes. Ce sont justement des représentations rhétoriques dangereuses, car on y perçoit déjà l'hybris, l'arrogance. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, le mot démocratie n'a sans doute jamais été autant utilisé dans le discours public qu'à présent. Et il faut reconnaître que là où l'on parle le plus fort de démocratie, c'est probablement là qu'il y en a le moins. Dort steckt vermutlich am wenigsten Demokratie drin. Et vous pensez que cette organisation supranationale, l'Union européenne, est faite pour imposer des sanctions extra-démocratiques et extra-légales? Schauen Sie, es ist einfach eine ganz Voyez-vous, große Gefahr, le grand danger, dass c'est qu'une eine telle organisation solche soit Organisation insuffisamment zu wenig contrôlée. kontrolliert wird. Und Nous n'avons pas besoin d'en discuter au niveau d'un séminaire de philosophie politique, mais le problème fondamental est le suivant. Le pouvoir est un problème. Le pouvoir est toujours un problème. Et au fil des siècles, des millénaires, l'humanité a développé des techniques pour limiter le pouvoir. Finalement, après les Lumières, on en est venu à faire confiance à l'être humain lui-même pour contrôler ce pouvoir à travers les institutions. Tout pouvoir émane du peuple, est inscrit par exemple dans la loi fondamentale allemande et figure dans le même esprit dans la Constitution suisse sous Dieu le Tout-Puissant. in der Schweizerischen Verfassung unter Gott, dem Allmächtigen. Also da wird auch schon mal eine Machtschranke reingezogen. So sich Ainsi, einbilden, on instaure parfois une limite au pouvoir. Il ne faut pas que quelqu'un s'imagine se placer au-dessus du Tout-Puissant. Ce n'est pas une évidence pour tous les politiciens. On en voit parfois qui croient être assis sur le trône suprême. Et ces mécanismes de frein et contrepoids fonctionnent naturellement à l'intérieur des États, car un État possède un territoire délimité. Plus un État devient grand, plus son ordre constitutionnel devient problématique. Les États-Unis d'Amérique sont un très grand pays, mais ils disposent d'un système démocratique fonctionnel, justement parce qu'ils ont des frontières étatiques. Ils ont un peuple qui s'identifie comme tel, un souverain. Et ils disposent de la constitution de l'État correspondante, dont le respect est surveillé à la fois par les citoyens et par les tribunaux. Le système est conçu à partir d'une méfiance envers le pouvoir, et c'est également le cas en Suisse. La démocratie, et en particulier la démocratie directe, est une forme d'État fondée sur la méfiance institutionnalisée du citoyen à l'égard du pouvoir. Mais lorsque vous avez bien sûr un système qui se déploie au-delà des États, de manière transnationale, comme une superstructure à grande échelle, avec des responsabilités et des imputabilités difficiles à définir, où l'on ne sait pas très bien qui il faudrait démettre si l'on ne veut plus de lui, où l'on a le sentiment que des politiciens y arrivent dont on n'avait déjà pas besoin chez soi. Si tu as un grand-père, envoie-le en Europe. Ce sont bien sûr autant d'indices qui mettent en évidence le problème. Et je crois effectivement que l'Union européenne, dans sa forme institutionnelle actuelle, représente à bien des égards une menace pour la démocratie. Non pas parce que ceux qui y travaillent seraient de véritables antidémocrates ou des personnes malveillantes, mais parce qu'en raison même de cette configuration institutionnelle, il existe un risque d'abus, celui d'une kratie sans démos, d'un pouvoir qui peut se déployer trop librement et qui en plus se persuade lui-même « Mais non, nous ne sommes pas puissants, nous ne faisons rien ». Mais soudain, on se rend compte qu'il y a déjà quelque chose là et que ce malaise vis-à-vis de l'UMMOR est en train de croître. Ce n'est pas seulement quelque chose que vous exprimez peut-être à travers vos questions ou que j'essaye de formuler dans mes réponses,
Mais on voit bien que les gens ressentent un malaise, qu'ils se tournent de plus en plus vers des partis critiques à ce sujet. En Suisse, nous avons déjà débattu de tout cela dans les années 1990. Ces questions étaient alors urgentes. Nous avons devancé les autres, en raison de notre démocratie directe, parce que nous devions en parler et parce qu'il s'agit pour nous de questions tout à fait fondamentales de souveraineté. Mais cette démocratie directe n'a eu que peu d'effet dans le cas de Jacques Bourg. J'étais avec les 20 invités venus de Suisse à l'ambassade de Suisse et un conseiller de l'ambassade a expliqué, à la demande de quelqu'un, qu'il n'avait pas été possible de délivrer un passeport diplomatique à Jacques Bourg pour le protéger. On ne pouvait tout de même pas délivrer un passeport diplomatique à chaque touriste en Thaïlande qui aurait dépensé son argent avec des filles faciles. Est-ce approprié? Bon, je ne peux pas parler ici de la personne concernée, puisqu'il ne peut pas se défendre. Mais cette affaire ouvre évidemment un regard sur des abîmes. Et vous savez, c'est tout de même un scandale absolu qu'un citoyen suisse, mais peu importe qu'il soit suisse ou non, soit, en raison d'une opinion qui ne plaît pas aux puissants, pratiquement déclaré hors la loi, qu'on lui bloque ses comptes bancaires, qu'on lui retire en quelque sorte ses moyens d'existence, qu'on le condamne à mendier des aumônes pour pouvoir simplement survivre, qu'on le traite comme un criminel dangereux. Ce sont là des dysfonctionnements tout à fait graves qui montrent qu'une structure agissant de cette manière n'a plus rien à voir avec la démocratie. Car en démocratie, une règle s'impose. Toute opinion, même une opinion erronée, doit être réfutée. On ne doit pas l'interdire. Et cela relève de principes tout à fait fondamentaux. Et vous voyez bien, à travers de telles phrases que vous venez d'entendre, ou à travers cette indifférence, qu'il s'agit d'un processus insidieux par lequel des évidences démocratiques en viennent soudain à vaciller. Vous attendiez-vous à davantage de la part du ministère bernois des Affaires étrangères? J'aurais peut-être attendu davantage de la Weltwoche que nous ayons déjà, dans d'autres cas, frappé aussi fort sur le tambour. Je ne suis pas le premier à avoir été sanctionné. Où était donc l'indignation lorsque, en Europe, certains citoyens russes, dont on ne sait même pas exactement ce qu'ils auraient fait de mal, se sont vus confisquer leur maison et refuser l'entrée sur le territoire. On connaît des cas, y compris de journalistes exerçant leur métier avec nuance, qui se sont également retrouvés sur de telles listes de sanctions. Et là, il faut bien se poser la question. Nos règles ne valent-elles donc plus rien? Et ne sommes-nous plus disposés à agir comme à l'époque de la guerre froide? Même pendant la guerre froide, on pouvait lire la Pravda. Ce n'était pas un délit de lire un journal soviétique. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les portails russes sont donc interdits. Mais pourquoi donc? Avons-nous perdu confiance en notre société ouverte? Avons-nous le sentiment que peut-être l'autre récit pourrait être vrai, qu'il est impossible de le contredire par des arguments? Ce sont là des signaux d'alarme. Et l'affaire Bab constitue, du point de vue suisse, un point culminant négatif et un effroyable révélateur de l'état où nous en sommes déjà. Ce sont donc des évolutions très préoccupantes qui me montrent que toute cette guerre en Ukraine, et c'est là la version la plus optimiste, obscurcit les esprits comme un sortilège, au point qu'on oublie qu'on ne se rend même plus compte sur quelle mauvaise voie on s'est engagé. Et croyez-moi, si nous parvenons à mettre fin à cette guerre, si les Américains et les Russes s'entendent, que les Ukrainiens finissent par monter à bord, et l'Union européenne aussi, alors tout ce dont nous parlons aujourd'hui disparaîtra du jour au lendemain, comme par enchantement. C'est comme avec la pandémie de Covid. Au moment où les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne,
la pandémie s'est volatilisée. Avant, c'était une obsession absolue. D'ailleurs, le climat aussi, la plus grande menace pour l'humanité de tous les temps, a été chassé des gros titres. Cela montre bien l'atmosphère fébrile dans laquelle nous vivons. Gouverne-t-on ici par la mobilisation de la peur? Corona, la Russie, maintenant l'Iran. Eh bien, la peur n'a rien de nouveau. Je veux dire, vous êtes un journaliste de longue date. Donc, les peurs, c'est quelque chose de réel. Il n'est pas interdit de gouverner avec des peurs. Lorsqu'un politicien dit que nous devrions avoir peur que le pétrole vienne à manquer, ou que ce n'est peut-être pas la meilleure idée de fermer les centrales nucléaires, si l'on n'est pas encore en mesure, par exemple, de couvrir toute la République fédérale d'éoliennes et de panneaux solaires, cela pourrait être un avertissement légitime concernant une inquiétude ou une peur que l'on peut effectivement éprouver. La politique se fait toujours avec des peurs. Parfois, elles sont imaginaires, parfois réelles. Le plus souvent, on a peur des mauvaises personnes et on s'inquiète des mauvaises choses. Et les choses dont on devrait vraiment s'occuper sont un peu refoulées. C'est humain, après tout. Cela ne me pose pas de problème. Le problème commence seulement lorsque les conditions institutionnelles, lorsque la liberté sont réprimées, lorsque la liberté d'expression est étouffée. Déjà lorsque se crée et s'entretient dehors une atmosphère dans laquelle certaines opinions ne sont plus souhaitées. Mais enfin, cela éveille en moi de véritables instincts de rébellion. Quand quelqu'un me dit « Ah, on n'attendait plus que votre avis », alors là, justement, c'est d'autant plus important. Si tout le monde dit que le climat est le plus grand problème, eh bien, bon sang, je me sens obligé de contredire. C'est notre État, c'est notre monde. Il faut contredire tout le monde. Et si les autres te donnent le sentiment que la contradiction n'est pas souhaitée, alors là, il faut contredire avec un mégaphone. C'est dans cet esprit que j'accomplis aussi mon travail. Vous étiez en Russie, vous connaissez le pays, vous avez parlé avec des responsables. Maintenant, on dit ici qu'il est impossible de négocier avec Poutine. Comment avez-vous vécu cela lors de votre visite? Eh bien, c'est vraiment la plus grande absurdité qu'on puisse affirmer. Je veux dire, il n'est même pas nécessaire d'avoir étudié l'histoire pour reconnaître cette immense vague de fausses nouvelles qu'on nous a servies, avec le soi-disant tournant historique et tout le reste. Bon, je ne veux pas non plus me vanter de mes études d'histoire ni de mes connaissances glanées ici et là, mais une chose doit être claire. Un tournant dans l'histoire, ça n'existe pas. On ne tourne jamais une page. L'histoire est toujours une succession d'événements, de chaînes causales étranges et tout s'y mélange. Il est vraiment très très difficile de se faire une opinion là-dessus. Et nous en sommes encore aujourd'hui, Monsieur Bab, à réfléchir aux causes de la Première Guerre mondiale. Mais pour ce qui est de la guerre en Ukraine, là, au bout d'une demi-heure, tout était clair. Discussion interdite. Nous savons où siège Dieu et nous savons où siège le diable. C'est tout simplement une honte absolue que nos médias et notre politique se contentent de ces théories primitives, qu'ils s'y soient résignés et qu'ils les aient même activement entretenues et propagées. Contradiction interdite. Et cet exemple seul montre à quel point c'est dangereux. Car lorsque tout le monde raconte les mêmes absurdités, tout le monde court dans la même direction. Et quand il n'y a plus qu'un seul discours, comme dans une dictature, où l'on décrète en quelque sorte, voilà la vérité officielle, et quiconque la conteste est aussitôt envoyé au sanatorium, eh bien, on obtient aussi une politique unilatérale. C'est alors que le risque d'erreur est le plus grand. Et l'une de ces erreurs, c'est cette idée fixe. On ne peut absolument pas parler avec Poutine. C'est ridicule. Comment peut-on en arriver à formuler une telle affirmation?
Poutine, 2 mois après cette escalade de la guerre, qui n'est d'ailleurs pas un début de guerre, puisque la tromperie commence déjà avec le point de départ, continuait encore à dialoguer. Quand vous parlez avec des gens du CICR, c'est-à-dire du Comité international de la Croix-Rouge, ils vous disent à l'époque, ils m'avaient dit, on entend toujours dire qu'en février 2022, une guerre a commencé. C'est absurde. Cette guerre dure depuis 2014. Et si l'on veut adopter une perspective un peu plus historique, on pourrait même remonter encore plus loin. Ce sont des chaînes de causes complexes. Mais dans cette arrogance, dans ce moralisme, dans cette prétention, nous sommes les gentils, interdiction de contredire, on a tellement barricadé la pensée qu'on finit par aboutir à ce chaos qu'est aujourd'hui la politique. Et la Suisse aussi. Nous avons, nous aussi, galopé unilatéralement dans cette direction. Face à l'indignation compréhensible qu'un grand pays envahisse simplement un autre, je trouve cela inacceptable moi aussi. Il n'y a aucune justification au fait que les Russes envahissent maintenant l'Ukraine. On peut s'en indigner et dire « bon sang, quel pays d'une tristesse accablante ». Et il n'est pas étonnant que tant de gens se méfient de la Russie. C'est un immense pays. Et ce qui s'est passé en Union soviétique au cours des 80 dernières années n'est pas si lointain. Ce n'est pas non plus une mesure particulièrement propice à instaurer la confiance, notamment vis-à-vis des États baltes ou d'autres pays qui, par exemple, ont directement souffert de ce joug. Mais je veux dire, on ne peut quand même pas se contenter de telles idées purement émotionnelles. Il faut en discuter, il faut se plonger dans l'histoire et se demander, nous avons maintenant une guerre, terrible, personne ne la veut. Que faisons-nous maintenant? Faut-il l'escalader ou essayer de la réduire ou de l'élargir? Et c'est cela qui m'a convaincu chez Viktor Orban. Dès le début, il s'est tenu là, en tant que Hongrois, un peuple qui a lui aussi souffert des Russes dans l'histoire, des Soviétiques à plusieurs reprises. Ils sont donc au-dessus de tout soupçon de vouloir se blottir quelque part. C'est en réalité une insolence de leur reprocher une telle chose, une prétention. Il a dit, nous devons mettre fin à cette guerre. Elle n'est pas justifiable, bien sûr que non. Mais il ne s'agit pas de moralisme. Il s'agit de mettre un terme à cette guerre. Il s'agit de la réduire. C'est ce que j'observe. Nos médias et aussi notre politique, y compris la politique suisse, qui a renoncé à sa neutralité, ont en réalité tout fait pour amplifier cette guerre. Ils se sont tous trompés. Ils ont pensé, oui, ces Russes, ce sont tous des incapables. Et Poutine, c'est de toute façon un type prétentieux, un autocrate du pouvoir, et ainsi de suite. Maintenant, on va leur montrer qui est le maître. Aujourd'hui, on se bat en Ukraine, comme l'a dit un sénateur américain, jusqu'au dernier Ukrainien. J'étais assis à une table avec des militaires et des chercheurs américains. Dès octobre 2022, ils expliquaient déjà comment ils voulaient diviser la Russie, comme la Yougoslavie, comme l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit que c'était comme dîner chez des bouchers qui discutent déjà du morceau le plus tendre alors qu'ils n'ont même pas encore attrapé le bœuf. Quelle prétention, quelle arrogance. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil. C'est justement pour cela qu'il faut un discours critique. Et c'est là que les médias ont échoué. Les médias ont échoué. La Suisse a-t-elle elle aussi échoué avec cette soi-disant conférence de paix au Bürgenstock à laquelle les Russes n'étaient même pas invités? Oui, bien sûr que la Suisse a échoué. Mais évidemment, face à un journaliste étranger, je ne vais pas critiquer la Suisse. Je la défends. J'ai participé une fois à un débat lors de la conférence de Valdai en Russie, où la porte-parole du ministère des Affaires étrangères m'a reproché que la Suisse soit une affaire désespérante et que nous ayons violé la neutralité.
J'ai alors dit à Madame Zakharova, qu'est-ce que cela veut dire, que la Suisse ne serait plus neutre? C'est une insolence de prétendre une chose pareille. Bien sûr que la Suisse est neutre, lui ai-je répondu. Depuis 500 ans, nous n'avons plus attaqué aucun autre pays. Notre armée n'a jamais franchi nos frontières. Deuxièmement, nous ne livrons pas une seule arme à l'Ukraine. Troisièmement, sur les sanctions, je vous donne raison. Nous y avons participé, nous faisons partie de cette guerre économique contre la Russie. Je pense que c'est une erreur de politique étrangère de la Suisse. Mais il y a aussi d'autres pays qui commettent des erreurs de politique étrangère. Par exemple, la Russie. Bien sûr, la Suisse s'est elle aussi égarée dans cette affaire. Mais je ne suis pas de ceux qui pointent le doigt en disant « Quels idiots avons-nous en politique ?» qui ne s'en rendent même pas compte. Je dis simplement, nous, les journalistes, avons échoué. Nous avons entretenu cette vision unilatérale et moi-même à la Weltwoche, je n'ai pas réussi à renverser ce récit, ni à amener quelques personnes à réfléchir. C'est peut-être de la surestimation de soi, mais cela doit bien être la tâche. En tant que journaliste, il faut montrer l'autre point de vue et dire « Attends un peu, la Suisse, nous devons rester neutres. Nous ne pouvons pas organiser des conférences de paix pour un seul camp. Ce serait une rupture avec toute notre tradition de neutralité. C'est toujours un immense problème. Aujourd'hui encore en Allemagne, ou avec la guerre en Iran, avec tout le conflit à l'Est, que tous les politiciens, en Suisse, en Allemagne, partout, aient le sentiment qu'ils doivent intervenir partout. Partout, ils veulent jouer les arbitres, distribuer des notes. Voilà les bons, voilà les agresseurs, voilà les méchants. Celui-là a raison. Ce sont justement les Européens qui ont causé tant de malheurs au cours de leur histoire, tout en ayant accompli aussi de bonnes choses, des choses formidables. Mais bien sûr, avec cet impérialisme qu'on pratiquait autrefois, avec des navires et des armées. Aujourd'hui, c'est un impérialisme moral, où l'on se donne des airs. Et moi, en tant que Suisse, en tant qu'homme politique suisse, je dis, en politique étrangère, surtout quand le monde est aussi chaotique qu'aujourd'hui, dans ce tohu-bohu, il y a déjà bien trop de gens qui se mêlent de tout. Le silence est d'or. La parole est d'argent. Mais cela vaut aussi pour certains amis en Allemagne, qui ont l'impression qu'ils doivent sans cesse intervenir. D'où vient donc ce besoin allemand de tout commenter? On aime être grand. Aujourd'hui, il faudrait davantage aimer être petit, en politique comme dans les médias. Vous avez également parlé avec l'ancien chancelier fédéral Gerhard Schröder. Il fait partie de ceux qui, immédiatement après l'invasion russe, donc encore en février 2022, ont tenté de réunir les deux parties autour d'une table pour mettre fin à cette guerre. Que vous a-t-il dit? Quelle impression avez-vous eue? Eh bien, Gerhard Schröder, il faut le dire. J'étais autrefois rédacteur en chef de Die Welt. À l'époque où Gerhard Schröder vivait encore les derniers mois, disons le dernier semestre, la dernière année de son mandat de chancelier. Et la maison d'édition Springer, je lui suis très reconnaissant de m'avoir permis d'y travailler, une expérience fantastique, des collègues formidables, et ainsi de suite. Je suis arrivé là-bas avec la réputation suivante. Voilà que débarque le droitier venu de Suisse, le bourgeois, celui qui soutient ce drôle de bloqué, ce parti SVP. C'était un peu inquiétant. Et l'une de mes premières décisions a été de toujours défendre Gerhard Schröder pour sa politique de l'agenda. Au début, les collègues du Welt étaient complètement perplexes. Ils pensaient que c'était une sorte de plaisanterie ironique, que j'essayais quelque chose d'impossible, que ce Köppel, ce conservateur, puisse faire l'éloge du chancelier social-démocrate. Bien sûr, j'ai tenu bon. Le chancelier Brioni. Brioni, c'est de la qualité. Ascension sociale, il a réussi. C'est l'idéal même de la mobilité sociale. J'ai donc beaucoup de respect pour le chancelier Schröder.
Pour moi, c'est un homme politique qui a eu la force de placer l'Allemagne au-dessus de son parti. Il a dit, nous devons maintenant sauver l'Allemagne avec la politique de l'agenda. Mais alors, nous perdrons probablement les élections, nous perdrons le parti, je perdrai ma fonction, mais je prends ce risque. Et ensuite, il a mené une campagne électorale incroyable jusqu'à cette soirée mémorable à la télévision, avec cette prestation un peu excessive. Donc, grand respect. Et dans cette affaire ukrainienne, dans ce fiasco ukrainien, je n'ai simplement jamais compris pourquoi la République fédérale d'Allemagne, où il y a pourtant beaucoup de gens très intelligents, bien plus qu'en Suisse, a agi ainsi. On ne le croit pas. Eh bien, quand on a 80 millions d'habitants, il y a forcément plus de personnes intelligentes. Je ne sais pas si, par habitant, ce serait à peu près équivalent. Le fait de ne pas avoir utilisé cet atout qu'était Schröder, mais au contraire de l'avoir en quelque sorte dégradé dès le départ, de l'avoir fait passer pour un imbécile parce qu'il occupait une position de médiateur, alors qu'il faut bien parler avec les deux camps, c'était une erreur. Il n'a jamais dit « formidable, brandissons le drapeau russe et mon ami Vladimir a tout bien fait ». Au contraire, il l'a condamné. Non, cette guerre était une erreur. Et c'en était une. Je le dirais aussi, c'était une erreur. Mais peut-être une erreur inévitable, une erreur tragique. Attention à l'arrogance. Et au lieu de l'avoir mobilisé pour apporter ici une contribution constructive, on l'a en réalité combattu. On a mené contre lui une véritable chasse aux sorcières. Cela montre que l'ensemble de l'opinion publique, de la classe politique, s'est littéralement armé, s'est jeté dans cette guerre, avec une attitude presque enthousiaste et un certain cynisme guerrier. Car personne n'aurait jamais été prêt à se battre en Ukraine. On disait toujours, c'est notre liberté qui est défendue là-bas. Voilà bien le plus grand mot d'escroc. Si j'étais ukrainien, j'écouterais ces discours du dimanche. Oui, l'Ukraine défend là-bas notre liberté. Eh bien, si nous défendons votre liberté, qu'est-ce que vous êtes donc pour des types d'une tristesse infinie? Pourquoi ne portez-vous pas l'uniforme? Pourquoi devons-nous mourir pour vous? Et que le président alimente encore ce récit. Nous nous battons pour vous. Pourquoi se battre? Pourquoi se bat-il s'il le pense vraiment? Alors nous devrions tous aller nous battre là-bas immédiatement. Et c'est là qu'on perçoit le manque de sérieux de toute cette rhétorique glorieuse. Cette hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas honnête. Et Schröder s'est bien sûr retrouvé inévitablement entraîné dans cette zone de combat. Il est clair qu'il s'est peut-être trop lié ces dernières années à son activité en Russie, au point qu'on en a fait en quelque sorte un simple avocat, exécutant et bénéficiaire d'argent. Par son activité. Mais là encore, savez-vous ce qui manque? Je ne prends pas l'Allemagne comme exemple. Cela vaut aussi pour la Suisse, cela vaut pour tout le monde. C'est le manque de pragmatisme. On a encore organisé ici un tribunal moral. Ce Schröder, ce terrible Schröder, qui a pris l'argent des Russes, c'est du moralisme. Ce n'est plus intelligent. Selon vous, quelle part Gerhard Schröder a-t-il eu dans les pourparlers de paix à Gomel en Biélorussie et en Israël? Eh bien, c'est en effet la question initiale que j'ai un peu contournée avec ton excursus. Je pense que Schröder jouit certainement d'une grande estime de la part d'un homme politique comme Vladimir Poutine, encore aujourd'hui. Il le confirme d'ailleurs régulièrement dans ses déclarations publiques. Et cela seul est bien sûr une expression, ou plutôt un indice, du fait qu'il peut jouer un rôle important. L'Allemagne est un pays absolument essentiel pour la Russie. Un pont important de compréhension et de coopération. Et je crois qu'il a joué un rôle très significatif. Pourrais-je le quantifier? Non, je n'en serais pas capable.
Mais si j'étais un homme politique dans une telle situation, je me poserais la question suivante. Comment puis-je utiliser au mieux la ressource Schröder dans l'intérêt national de l'Allemagne? Im Sinne des nationalen Interesses Deutschland. Und ich glaube, wir kommen erst wieder an den Punkt, Et je pense que nous ne reviendrons à ce point. Et là, nous retrouvons ces constructions transnationales, cette politique d'élite, ces attitudes déconnectées, toutes ces abstractions rhétoriques auxquelles on s'est livré. Oui, la guerre pour la liberté, la lutte du bien contre le mal. Nous devons réapprendre, et surtout au sein de l'Union européenne, certains doivent l'apprendre, y compris en Allemagne. Quels sont en réalité nos intérêts nationaux? Une guerre avec la Russie, même si c'est une guerre par procuration, est-elle dans l'intérêt de l'Allemagne? Une guerre au Proche-Orient est-elle dans notre intérêt? ist ein Krieg im Nahen Osten in unserem Interesse? Da sind wir dann beim Buch von Klaus von Donani. Nous en arrivons alors à Bückwein, Klaus von Donani, aux intérêts nationaux, à l'ancien maire de Hambourg, qui lui aussi exhorte à réintégrer davantage cette dimension et à prendre congé de ces grandes abstractions. Nous défendons le bien, la démocratie, la liberté, ces valeurs magnifiques, et quiconque s'y oppose se révèle aussitôt comme un être inhumain. Gibt sich sofort als Unmensch zu erkennen. Vielleicht muss man da ein bisschen rhetorisch abrüsten. Peut-être faut-il un peu désarmer sur le plan rhétorique, revenir sur terre, là où je le dis en tant que grand admirateur de la République fédérale, ce pays se trouve. Et comme je l'ai déjà mentionné, une partie de ma famille vient aussi d'Allemagne, un pays qui de manière admirable a su se reconstruire après 1945 et a surmonté depuis toutes les tempêtes de l'histoire, avec pragmatisme, avec force, avec mérite, en assumant même une réunification. Mais justement, rien n'est plus difficile à supporter qu'une succession de jours heureux. Alors on commence à s'envoler, à moraliser, on oublie ses propres intérêts, on devient présomptueux, et maintenant, on en fait l'expérience de manière brutale. Und jetzt merkt man es auf die harte Tour. Wirtschaft am Boden. Économie à terre, industrie devenue non compétitive parce que les prix de l'énergie explosent. On voulait se rendre indépendant de la Russie, mais on s'est complètement placé sous la dépendance de l'Amérique. Et maintenant, nous avons encore ce désordre dans le détroit d'Ormuz, pour le dire avec un peu de retenue. Et je pense simplement que c'est une sorte de chimiothérapie de la réalité que traversent certains de ces rêveurs, et qu'à la fin, c'est nous tous. Car qui les a élus, en fin de compte? C'est nous. Alors oui, inutile de les insulter avec arrogance, mais plutôt de se demander qui a mis ces gens-là au pouvoir. Nous sommes maintenant tous brutalement ramenés sur le sol de la réalité. Et je suis convaincu que c'est un processus salutaire, même s'il est douloureux et difficile. J'aimerais que nous n'ayons pas besoin de telles guerres et de telles situations. Mais c'est déjà du moralisme quand je parle ainsi. Presque, Paul. Vous avez dit que l'Allemagne est un du gouvernement est un pays très important. Et qu'auriez-vous attendu du gouvernement fédéral? Eh bien, l'Allemagne est tout simplement le pays le plus intéressant qui soit. Je dirais que l'Allemagne est, avec la Suisse, celui qui me touche le plus. L'Allemagne m'a toujours fasciné. Je suis un vrai fan de l'Allemagne. Cela peut paraître un peu ridicule et condescendant, et les Allemands se disent peut-être qu'un Suisse veut se montrer un peu trop familier, ou que voilà les Suisses avec leurs accolades presque un peu envahissants. Disons-le ainsi. L'Allemagne me fascine, mais je ne prétends pas comprendre comment tout fonctionne en Allemagne. C'est un pays très compliqué, un pays complexe, avec une histoire, avec des fractures qu'il n'est pas facile de gérer. Surtout lorsque ces fractures historiques te sont sans cesse rappelées par ton aimable voisin et tes amis à chaque réunion de l'Union européenne, et que les Allemands sont constamment critiqués. Donc l'Allemagne est certainement un pays très très intéressant et fascinant. Un pays qui est en quelque sorte un divan occidental-oriental. À l'Allemagne Madjen aurait dû jouer les médiateurs. C'est bien cela. Bien sûr.
L'Allemagne est bien la candidate naturelle. Après avoir voulu sa place au soleil et voulu jouer dans le zoo des grands fauves, elle s'est cassé la figure. Cette politique de grande puissance a échoué de façon retentissante, sur elle-même et sur ses voisins. On devrait en avoir tiré un peu de leçon de l'histoire. Maintenant, nous sommes humbles. Nous ne voulons plus nous projeter en grand. Nous sommes désormais la station de thérapie. Nous sommes désormais, pour ainsi dire, la maison de convalescence des autres, ceux qui sont malades dans le même hôpital. Et il nous a bien fallu 2 guerres mondiales pour en guérir. Cela dit, je ne fais pas partie de ceux qui rejettent toute la faute sur les Allemands. Il faut toujours plusieurs acteurs pour provoquer une catastrophe aussi immense que celle du XXe siècle en Europe centrale. Mais l'Allemagne est le lieu naturel de compréhension et de médiation. En quelque sorte, la grande Suisse, la Magna Helvetia. C'est pourquoi je dis aussi, l'Allemagne devrait en réalité devenir neutre, à l'image de la Suisse. Au moins devrait-on en discuter, sans écarter aussitôt cette idée avec arrogance. Au lieu de cela, le chancelier fédéral Friedrich Merz déclare « Nous voulons redevenir la première puissance militaire d'Europe. » Qu'en pensez-vous? La question est toujours de savoir s'il faut le prendre au pied de la lettre et au sérieux. Il y a des voix dans ma tête qui disent « Bon, Friedrich Merz est pardonné, non ?» Après tout, c'est un Allemand. Ils exagèrent toujours tout. Peut-être qu'ils doivent exagérer pour se mettre dans cet état émotionnel d'exception, afin de pouvoir ensuite faire ce qui est nécessaire. Pas pour devenir apte à la guerre, ni pour avoir les forces armées conventionnelles les plus puissantes. Mais ce serait déjà bien d'avoir à nouveau une Bundeswehr capable de se défendre, de mener des manœuvres correctes, etc., où tout fonctionne et où l'on peut défendre son propre pays de manière crédible en cas de guerre. Que de graves dysfonctionnements existent ici, Merz l'a reconnu, tout comme d'autres hommes politiques allemands. La question est seulement, que fait-on alors? Avec quelle motivation le fait-on? Et avec quels instruments de politique financière? Et là, nous voilà déjà dans la prochaine zone problématique qu'il faut prendre en compte. Donc, j'ai tendance, peut-être parce que je ne vis pas en Allemagne, que je ne suis pas citoyen allemand et que je ne suis pas directement exposé à cela, à être en tant que Suisse plutôt dans un mode d'apaisement et à dire bon, d'accord, là, il exagère un peu, ce n'est pas de sa faute, il est allemand. Voyons plutôt ce qu'il y a de sensé dans ce qu'il dit et essayons d'en tirer le meilleur. C'est aussi ce que j'ai appris de mes grands-parents qui ont vécu toute leur vie en Allemagne, bien qu'ils aient été des Suisses de l'étranger. Vous avez mentionné tout à l'heure le détroit d'Ormuz, la guerre contre l'Iran. S'agit-il d'une guerre d'agression contraire au droit international? Très bien, je n'emploie même plus ces termes, car je dis le droit international, cela n'existe pas vraiment. Le droit international est une noble fiction. Je ne veux pas paraître cynique. Bien sûr, je suis partisan de l'idée qu'entre les États, il ne faut pas laisser régner simplement la loi du plus fort et la violence. Mais j'espère ne pas être assez naïf pour m'imaginer qu'il puisse exister entre les États des rapports juridiques semblables à ceux qui existent à l'intérieur d'un État. Le droit international en soi, je ne suis pas juriste, n'existe pas. D'abord parce qu'il n'a pas été créé par les peuples, mais par je ne sais qui. Il n'y a pas eu de référendum ou quoi que ce soit de ce genre. Ce ne sont que des arrangements, des règles, des traités. Bien sûr, il existe la Charte des Nations Unies, mais elle n'est rien de plus qu'un simple postulat, un accord entre nous ou une exigence morale. Autrement dit, nous ne devrions pas attaquer un autre État. Pour que cela devienne un droit, une définition de la loi, une obligation, il faut une instance capable de faire appliquer le droit. Et nous ne l'avons pas. Il n'existe pas d'État au-dessus des États, pas de super-État,
pas d'État mondial qui considérerait, pour ainsi dire, tous ces conflits interétatiques comme des différends internes à un canton et qui, au besoin, ferait appliquer ces règles juridiques par une force de police centrale. Cela n'existe pas. Donc, il n'existe pas de droit international. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faille pas tenter de réglementer ces questions. C'est aux juristes, aux experts, de débattre pour savoir si quelque chose viole le droit international ou non, et même si ce droit existe réellement. Ce qui compte, c'est que depuis que l'humanité existe, il y a des guerres. Jamais un agresseur n'a prétendu violer le droit international. Le plus souvent, un conflit implique deux parties. Mais il faut toujours se demander qui participe à ces conflits. Quelles sont les positions de chacun? Et au bout du compte, il faut rétablir la paix, trouver une solution. Et ces querelles de principe ne font guère avancer les choses. Qui a déclenché cette guerre? D'où est venue l'étincelle initiale, d'Israël ou de Washington? Si je le savais, je me considérerais au sens large comme appartenant à la pensée conservatrice, bien que je sois en réalité un éclectique. Il y a aussi des gens qui disent que je suis redevenu plus à gauche. Je suis certainement plutôt un esprit bourgeois, situé à droite du centre, et je siégeais également du côté droit dans notre vénérable Parlement à Berne. Cela signifie qu'il est très difficile de juger précisément comment, pourquoi, en raison de quels motifs et actions spécifiques cette guerre a éclaté. Et au Moyen-Orient, nous avons de toute façon affaire à une zone problématique où le conservatisme signifie déjà, il est déjà difficile de comprendre les conditions suisses, les intérêts en jeu. Combien plus difficile est-ce alors dans cette région si complexe? Il existe simplement des configurations où surgissent des conflits, des guerres, divers massacres ont eu lieu. Il y a un État comme l'Iran, il y a Israël. L'ensemble est en outre chargé d'un poids religieux. Dans quelle mesure, il est difficile de le dire, c'est une structure complexe. Que les Américains fassent un jour la guerre à l'Iran, que Trump ait osé le faire sous cette forme, ce n'est pas nouveau. Les Américains ont souvent, tous les présidents américains, depuis Reagan l'ont dit, affirmé qu'avec l'arrivée de ce régime des mollahs, un ennemi des États-Unis était né. Et inversement, les États-Unis sont qualifiés de grands Satan et Israël de petit Satan. Ce sont simplement des configurations d'ennemis qui ont éclaté à ce moment précis. On peut dire maintenant qui a bien pu entraîner qui là-dedans. Pour ma part, je ne sais que ce que les médias écrivent et ce que disent les différents responsables politiques. Et le secrétaire d'État américain Rubio a déclaré que la situation était la suivante. Après l'affaiblissement des alliés iraniens au Liban, en Syrie et au sein du Hamas, donc de ses supplétifs, de ses cinquièmes colonnes, Israël, craignant que les Iraniens ne possèdent une bombe atomique ou des armes de destruction massive, serait intervenu. Une occasion favorable. Et nous, les Américains, avons suivi, car autrement nous aurions aussi été la cible de représailles. Très difficile à évaluer. Bien sûr, toutes les sirènes d'alarme se déclenchent. Armes de destruction massive, tout cela, on l'a déjà entendu. Mais à ma compréhension, je peux me tromper. L'Iran n'est évidemment pas non plus un État sui generis. Lorsqu'on profère depuis un demi-siècle une menace d'anéantissement contre un autre pays, avec les mandataires et les forces militaires correspondants, et qu'on essaye de la mettre en œuvre, alors, oui, on ne se fait pas forcément des amis parmi les autres États. Il faut que ce soit clair. Bien sûr, en Israël aussi, il y a des gens qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais je trouve extrêmement difficile, encore une fois, de venir d'Europe en donneur de leçons pour dire qui sont les bons et qui sont les méchants. Mais en tant qu'analyste, vous avez tout de même une idée de ce dont il s'agit réellement. S'agit-il de la protection d'Israël? S'agit-il du pétrole?
Ou s'agit-il d'empêcher les pays des BRICS de devenir plus puissants, et surtout la Chine, bien sûr? Und vor allem China natürlich nicht. Es geht da sicher alles ein bisschen. Es geht immer Il s'agit sans doute d'un peu de tout. Il est toujours question de pouvoir, toujours de pétrole et d'intérêts stratégiques. Mais ce que nous observons aujourd'hui est en somme la conséquence de l'effondrement de l'hégémonie américaine unique, si l'on veut, après la guerre froide. Après la chute de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin, les Américains ont occupé pendant près de 30 ans une position incontestée au sommet. On constate maintenant qu'ils n'ont plus la même force, qu'ils ne sont plus assez puissants. Ils restent très puissants, à quel point, il est difficile de le dire, mais ils ne le sont plus autant. La Russie a rattrapé son retard. La Chine est en pleine ascension. D'autres pays comme l'Inde, les pays dits des BRICS, et aussi d'autres comme le Vietnam, ne sont plus aussi pauvres qu'ils l'étaient autrefois. Et c'est pourquoi nous assistons ici à un rééquilibrage des rapports de force internationaux. Et ces conflits, tant en Ukraine qu'aujourd'hui au Proche-Orient, sont certainement l'expression de ces rapports de force. C'est ainsi que je le comprends. Mais là encore, je constate simplement qu'il s'agit d'une impression qui s'est formée au fil de nombreuses décennies. Nous avons bien sûr rendu compte de cette situation au Proche-Orient. Comment évaluer l'Iran? Comment évaluer Israël? L'un est une démocratie, l'autre un État religieux, une théocratie. Une théocratie qui poursuit des objectifs très précis, que je qualifierais presque de métaphysiques. Cela me rappelle toujours, mais bon, je m'aventure ici un peu en politique étrangère, je vous livre simplement quelques-uns de mes repères d'orientation. Ce qui m'a paru important, c'est l'analyse d'Henry Kissinger. Il a dit qu'en politique étrangère, il faut toujours se demander « à qui ai-je affaire ?» Ai-je affaire à un acteur rationnel qui, dans une configuration de pouvoir peut-être un peu modifiée, cherche à maintenir la stabilité de l'ensemble du système? Ou bien avons-nous affaire à quelqu'un qui tente de renverser un ordre afin de réorganiser une région ou le monde entier selon ses propres principes? Member, il a alors dit, Napoléon et Hitler sont clairement des États révolutionnaires qui voulaient renverser un certain ordre et le bouleverser selon leurs principes. Henry Kissinger, qui a également soutenu une thèse sur le Congrès de Vienne. C'est le livre Diplomacy. C'est en quelque sorte son œuvre principale. Et l'autre, c'était le livre préliminaire sur le Congrès de Vienne, dans lequel il a précisément étudié ces questions d'équilibre des puissances. Pour moi, c'est par exemple la question actuelle avec l'Iran. Et Israël, en 1969, lorsque le gouvernement y a été renversé et que le chef révolutionnaire Khomeini est arrivé au pouvoir, n'avait en réalité rien fait de mal à l'Iran. Mais dès le premier moment, si je me souviens bien, les Iraniens ont fait de l'anéantissement de l'entité sioniste, c'est-à-dire du refus même de la forme étatique, une sorte de devoir d'État. Et cela représente évidemment, du point de vue d'Israël, une situation totalement inacceptable. Comment veux-tu conclure un compromis avec quelqu'un dans une telle position? Ce n'était pas simplement des déclarations de façade. Il y a bien sûr toute une histoire préalable expliquant pourquoi les mollahs sont arrivés au pouvoir en Iran. Les Américains y ont également joué un rôle peu glorieux. Mais au bout du compte, ce débat ne mène peut-être pas à grand-chose. Il faut plutôt se demander, que pouvons-nous faire de notre point de vue? Que devrions-nous faire pour jouer un rôle raisonnable? Et je vous le dis simplement, en tant que Suisses, nous ne pouvons pas mettre fin à cette guerre. Nous ne pouvons pas non plus décider qui sont les bons et les méchants. Nous devrions, avec la plus grande humilité et avec respect, car nous sommes épargnés, nous n'avons heureusement ni la situation de l'Iran ni celle d'Israël, nous demander que signifie cette guerre pour nos intérêts nationaux, pour notre énergie, pour notre économie? Quelle contribution la Suisse peut-elle apporter grâce à sa neutralité?
Comment pouvons-nous parvenir ici à une pacification des relations? Savoir si l'Iran peut réellement s'intégrer dans un ordre stable, avec un Israël qui est ce qu'il est, cela, nous le verrons. Mais, bien sûr, mon cœur penche naturellement davantage pour Israël que pour les mollahs. Et je dois vous dire que je suis un peu stupéfait quand je regarde une partie du journalisme. J'ai l'impression que pour certains commentateurs, Trump et Netanyahou sont en réalité des monstres plus grands que ce gouvernement de Téhéran. Je ne suis jamais allé en Iran. Je ne connais que les reportages des médias. Je n'ai pas étudié la question dans tous ses détails. Mais ce qui s'y passe relève parfois d'une véritable éclipse de soleil. Mais voilà, je suis déjà en train de moraliser à nouveau, ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais je pense que c'est un conflit complexe. Il ne faut pas se contenter de distribuer des notes et des jugements à la légère. Trump et Netanyahou se sont-ils trompés dans leurs calculs? Beaucoup d'indices vont dans ce sens. Mais pour l'instant, bien sûr, toutes ces opinions, c'est en quelque sorte le récit dominant. Trump et Netanyahou, le plus grand fiasco. Quand on écoute certains analystes, y compris ceux que j'estime beaucoup, on a l'impression qu'ils savaient déjà, dès la première semaine, qu'il avait perdu la guerre et qu'il la gagnait. Si je retiens quelque chose, c'est que je plaide pour la prudence dans l'évaluation des guerres. Je me souviens, en octobre 2022, beaucoup étaient convaincus que la Russie serait à terre dès février 2023, ou même déjà en octobre 2022. Difficile à dire. Il y a donc de grands risques. De nombreux signes montrent que les choses ne se sont pas du tout déroulées comme les Américains et les Israéliens l'avaient imaginé. Mais, comme toujours en temps de guerre, il est très difficile de distinguer les faits, la propagande, le brouillard, les incertitudes, et ainsi de suite. Il faut donc regarder humblement le domaine que l'on peut soi-même influencer dans nos propres pays. Si vous regardez la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, autour de l'Iran, ces guerres sont-elles liées? S'agit-il d'un seul grand conflit entre la survie d'un monde unipolaire et les forces qui aspirent à un monde multipolaire? Je ne considère pas Trump comme un défenseur du monde unipolaire. Je pense que c'est vrai. Je crois qu'il faut aussi prendre un certain recul par rapport à la considération des personnes. Il peut toutefois y avoir des exceptions. Par exemple, lorsqu'un pays donné possède un régime très spécifique. Prenons l'Allemagne nazie avec Hitler. Là, bien sûr, la personne du chef d'État est absolument déterminante pour le caractère même de la collectivité. Et nous sommes naturellement marqués par cette expérience historique. C'est pourquoi nous avons tendance à juger d'autres situations selon ce modèle. Mais ma vision de Trump est en réalité différente. Je dis que les Américains ont élu un outsider qui s'est présenté avec la promesse « Je mettrai fin à toutes ces guerres insensées ». On peut maintenant se demander ce qui est réellement arrivé à Trump. Est-il devenu la caricature de lui-même? Ou bien ne comprenons-nous pas ce qui se joue ici? Est-il encore trop tôt pour porter un jugement? Mais les Américains ont bien compris, et Trump, avec ce récit, avec ce slogan « America First », a remporté les élections. Il s'est dressé contre tout l'establishment et a déclaré « Nous ne devons plus mener ces guerres. Nous ne devons plus commettre ces erreurs. » Et puis on a dit qu'il était un isolationniste, quelqu'un qui ne s'intéressait plus qu'à l'Amérique. Et j'avais déjà écrit à son sujet à l'époque, « Non, attention, ce n'est pas un isolationniste, c'est probablement un pragmatique. Ce n'est certainement pas un politicien néoconservateur interventionniste, comme par exemple John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité. Celui-là attaque déjà des pays avant même de savoir prononcer correctement le nom du pays en question. Cette propension à vouloir rendre le monde heureux à tout prix, cet idéalisme égaré,
pour le dire avec bienveillance, d'autres présidents, Trump ne l'a certainement pas. C'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui mène un tout autre type de guerre. On peut bien sûr se demander, d'accord, mais que fait-il exactement? Et je pense que, si j'examine sa politique de sécurité, je dirais qu'il ne s'agit pas d'une situation unipolaire, mais plutôt d'une politique de sphère d'influence. Doctrine Monroe en Amérique du Sud, il dit « Le Venezuela, c'est absolument inacceptable que ce pays vende son pétrole à la Russie et à la Chine. Ce sont nos rivaux géopolitiques. Pas nos ennemis mortels, mais des rivaux. Est-ce qu'on y trace des frontières d'influence? Bien sûr, évidemment. Ce sont les territoires des prédateurs. Et il faut faire attention aux moindres détails pour ne pas se retrouver pris entre eux. Du musst aufs Kleine schauen, dass du da nicht dazwischen gerätst. Und die Russen haben ja genau das Gleiche gemacht in der Et les Ukraine. Russes ont fait exactement la même chose en Ukraine. Ils ont dit « Mais enfin, les amis, avez-vous perdu la tête? Nous devrions maintenant accepter que l'OTAN, quelles que soient ses motivations, aussi justifiées qu'elles puissent paraître d'un point de vue subjectif, nous regardons cela de notre point de vue, celui des intérêts nationaux, pas des récits transnationaux, ni de ces vernis bien-pensants. Nous disons simplement, ce n'est pas dans notre intérêt. Et si à la fin, l'OTAN s'empare encore du territoire d'où provient en réalité notre culture, à savoir la ruse de Kiev, et ainsi de suite. Maintenant, que les Russes fassent valoir là des revendications légitimes, grand Dieu. La doctrine Monroe est-elle reconnue en droit international? Les Américains peuvent-ils dire « c'est notre zone d'influence ». Avec ce raisonnement, tu n'avances pas. Les Russes ont dit « jusqu'ici et pas plus loin ». Et l'Occident, et c'est là mon reproche à l'Occident, les Américains, les Européens, ont gagné la guerre froide. Et quand on gagne la guerre, en quelque sorte, contre un ancien allié de la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont ensuite perdu 26 millions de personnes, les Soviétiques. Ils ont perdu. Il faut donc traiter le perdant avec précaution. Et si, bien sûr, tu fais comprendre aux perdants, tu n'es qu'une puissance régionale, une quantité négligeable, alors ils reviennent de Moscou avec leur bouteille de vodka et pensent pouvoir nous dissuader de l'élargissement de l'OTAN. À un moment donné, ils ne seront plus affaiblis. Et alors ils diront, maintenant, nous marquons notre territoire. Mon soupçon, c'est qu'on a complètement mal jugé Poutine, justement parce qu'on n'a pas discuté. On voit maintenant en Poutine un Hitler 2.0. C'était en quelque sorte le récit dominant de ces dernières années. Il serait sur le point d'attaquer l'Union européenne. Tout le monde sait déjà exactement quel jour, à quelle heure, et ainsi de suite, il viendra. Je suis étonné de voir comment tous ceux qui ne comprenaient pas Poutine comprennent soudain parfaitement ce qu'il veut. Et maintenant, on s'enferme dans cette fiction. Mais peut-être que Poutine est d'un tout autre genre. Selon Kissinger, il est simplement le grand nationaliste russe qui, dans ce nouvel ordre multipolaire, délimite ses revendications dans les zones d'influence et les sphères de sécurité. Et maintenant, la grande question au Moyen-Orient est la suivante. Qu'est-ce que l'Iran? L'Iran est-il aussi un acteur rationnel? Et toute cette rhétorique apocalyptique des religieux, des mollahs, des islamistes, ce n'est en quelque sorte qu'une bulle idéologique qu'il ne faut pas prendre trop au pied de la lettre, même s'ils soutiennent des gens qui, en Israël, ne se contentent pas de distribuer des livres de prière, mais tirent des roquettes. Lorsqu'ils nient le droit à l'existence d'un autre État, je ne suis pas sûr que l'Iran appartienne à la même catégorie que la Russie, bien que, vraisemblablement, l'Iran soit lui aussi un pays aux intérêts rationnels. Mais aussi un appareil de pouvoir soutenu idéologiquement,
qui est tout autre chose que ce qu'on peut observer par exemple en Israël. Même s'il y a aussi là-bas quelques fanatiques religieux qui donnent des frissons dans le dos. Et quand on se demande, bon sang, font-ils vraiment tout pour nuire à leur image dans l'opinion publique mondiale? Mais je trouve par exemple qu'il est faux qu'un parti comme l'AfD en Allemagne s'immisce soudainement dans cette guerre au Proche-Orient, de cette manière et critique par exemple Israël. Ce n'est pas le rôle de l'Allemagne. Ce n'est pas non plus mon rôle ni le nôtre. Notre tâche consiste peut-être à dissiper certains malentendus. Cela veut dire que vous seriez d'accord avec le chancelier Merz lorsqu'il dit que ce n'est pas le moment de critiquer nos alliés. Je dirais même plus. J'irai encore plus loin. Ce n'est de toute façon pas le moment pour l'Allemagne de critiquer qui que ce soit. Au nom de quel droit, d'ailleurs? Et je ne parle pas des Allemands, je ne parle pas de vous, des citoyens allemands, mais d'un chancelier. Le monde attendait-il vraiment de savoir qui le chancelier allemand allait critiquer? Est-ce que cela intéresse quelqu'un? Est-ce que cela produit quelque chose de positif quand le chancelier allemand critique quelqu'un? Cela ne sert absolument à rien. La personne critiquée ne va tout de même pas dire « Merci, Friedrich Merz, de me l'avoir dit. Je vais bien sûr immédiatement mettre en œuvre toutes vos remarques. » Non, cela ne fait que nuire. Et je pense qu'il faut dire à ces politiciens « Les amis, maintenant, fermez-la un peu. Essayez donc de résoudre les problèmes de votre propre pays avant de vous gonfler comme des esprits universels et des arbitres du monde qui s'immiscent dans toutes sortes de zones de guerre. Et je dis que déjà, nos propres politiciens ont du mal. C'est pourquoi j'ai une certaine compréhension pour les politiciens allemands, à qui l'on a peut-être inculqué dès la naissance un sens de mission encore plus fort. Roger Köppel dit qu'un peu plus de modestie ferait du bien aux politiciens. Ils ne devraient pas se déchirer la bouche à propos des conflits du monde, mais résoudre les problèmes chez eux. Merci beaucoup pour cet entretien. Dans un contre-courant, nous vous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence.